Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast qui vous fait découvrir le soccer nord-américain. Aujourd'hui, un podcast un peu spécial, en pleine trêve internationale. Peu de matchs MLS sont joués, donc on va partir un petit peu en deuxième division américaine du côté de l'United Soccer League. Pour cela, je suis accompagné dans cet épisode spécial tout d'abord par Anthony de Varenne, un des rédacteurs en chef de Culture Soccer et surtout le spécialiste USL de notre site internet. Et il publie d'ailleurs des résumés mensuels sur le site. Bonjour Anthony, comment ça va? Ça va très bien, toi, très excité de parler de ma ligue favorite. Oui, on devrait préciser aussi que tu es fan de Nashville en USL. Et on a un autre fan avec nous aujourd'hui, puisque nous avons Lucas qui gère la page Twitter des fans de Louisville, un autre club de seconde division. Comment ça va, Lucas? Ça va nickel et toi? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de cette ligue un peu spéciale. C'est surtout vous qui allez parler, mais avant ça, une petite présentation, puisqu'il y a, juste pour les auditeurs qui ne suivent pas, c'est une ligue, donc pas de promotion-relégation avec la MLS, puisque c'est une ligue privée, mais certains clubs du USL avec des expansions arrivent en MLS. Et il y a 36 franchises, donc une très grosse ligue. Il y a cette année 7 nouveaux clubs, 18 équipes dans chaque conférence, seulement 10 de chaque conférence arrivent en play-off. Et donc on va parler un petit peu de cette ligue conférence par conférence, mais avant je vais commencer une petite question. Anthony, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi l'USL est intéressante à tes yeux et donner un peu envie de la regarder? C'est parce que la USL, premièrement, pour les auditeurs qui nous écoutent de France, c'est une ligue là, qui est vraiment facile à regarder grâce à leur chaîne YouTube. Tous les matchs sont disponibles sur YouTube. Donc déjà là, on a des matchs de qualité très accessibles. Il y a même des matchs maintenant là, en après-midi aux États-Unis, au Canada. Donc ça fait qu'en France, vous pouvez avoir quelques matchs en soirée à quelques reprises durant la saison. Mais pourquoi je me suis intéressé à la USL? C'est vraiment c'est un football, un soccer vraiment plus accessible, je dirais. Entre les partisans, les joueurs, il y a vraiment une communication entre les clubs et leurs partisans, et ça, j'aime vraiment ça. Les clubs sont à l'écoute de leurs partisans. Par exemple, il y a El Paso qui a fait des maillots spéciaux. En Ligue 1, c'est la même chose un peu avec le Forward, mais vraiment en Championship, c'est un niveau là, qui augmente à chaque année, à chaque saison, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est voir l'évolution du jeu. Là, ça joue mieux, ça joue de mieux en mieux, et ça, on le voit à chaque saison. Là, et c'est ça. Également, il y a quelques francophones, donc c'est intéressant là, pouvoir dialoguer là, avec tous les joueurs francophones, voir leur expérience et tout. Vraiment, comme on avait pu en parler avec Alexis Bossetti dans l'entrevue là, précédemment. Vraiment, là, la USL s'est démarquée durant les dernières saisons. On a vu, il y avait quelques articles auparavant sur les difficultés de transport et tout, et ça, ce problème-là est révolu. Ce n'est plus le cas. Alexis Bossetti disait que maintenant, c'est en avion. Donc, c'est vraiment une ligue qui devient de plus en plus professionnelle. Et vraiment, selon moi, c'est une des plus belles Division 2 dans le monde en ce moment là. C'est vrai qu'elle a une petite saveur particulière de ligue inférieure en termes des histoires et comme tu disais, la relation qu'elle a avec ses fans. Toi, Lucas, tu peux nous dire un petit peu aussi pourquoi tu t'es mis à la regarder et pourquoi suivre Louisville, ce club si particulier des divisions inférieures? Déjà, c'est super facile à regarder, comme il l'a dit Anthony, c'est grâce à YouTube, c'est super facile, c'est super simple. Si vous vous abonnez, il y en a tous les matchs. Et Louisville, là, c'est le meilleur club du USL, double tenant du titre d'affilée. On a des super joueurs, il y a une super ambiance là-bas. En plus, l'année prochaine, c'est une nouvelle façon de le suivre parce que on a le nouveau stade qui arrive, plus de 20 000 places, donc, plus de 14 000 places, donc ça va être un super beau stade. Il y a une super ambiance. Là-bas, c'est une grande famille, ça se voit. Le club, il nous répond sur Twitter. Le président, c'est pareil. C'est super sociable. Et franchement, c'est super cool aussi. Oui, c'est vrai que c'est un peu l'avantage des divisions 2 comme ça. Oui. On voit sur Twitter que vous avez une vraie communication. D'ailleurs, on a une autre équipe USL qui a un compte en français qui est géré par un français. C'est New Mexico. Et je me souviens qu'il y avait pas mal d'échanges aussi avec le club pro. Et donc, on va commencer maintenant pour parler de la conférence Est. La conférence Est qui est, Anthony, si je ne me trompe pas, un peu la meilleure historiquement avec des clubs comme justement Louisville, Indy 11 ou la réserve des New York Red Bulls.
Ouais, non, vraiment, le niveau à l'Est là, est vraiment différent, selon moi, de l'Ouest. Là. À chaque saison, on voit lors de la finale la différence. Vraiment, l'an dernier, avec un Drogba, là, Phoenix, j'ai l'impression qu'on s'amenait confiant à Louisville. C'était vraiment une belle équipe avec un Solomon Asante, Didier Drogba, Jason Johnson, Kevin Frater. C'était vraiment une très belle équipe de Phoenix. Et vraiment, là, il n'avait pas fait le poids là, face à Louisville, qui vraiment avait très bien joué lors de cette finale. Donc vraiment, j'ai l'impression que l'Est, oui, là, c'est un peu plus supérieur qu'à l'Ouest. Même si à l'Ouest, le jeu reste très, très intéressant. Et donc, pour toi, Lucas, oui, vous avez gagné la dernière USL Cup l'année dernière, comme tu disais. Et donc, qu'est-ce que tu vois un peu dans cette conférence Est, sachant que, donc oui, je vais présenter, pardon, vite fait les premiers. Donc, on a oui, les New York Red Bulls, la réserve donc du club MLS, Nashville, Indy Eleven, Tampa Bay Rowdies aussi, qui est un club historique. Puis ensuite, à la 7e place seulement, Louisville. Est-ce que, pour le moment, c'est une saison un peu problématique pour vous? En fait, c'est en demi-temps. Le début de saison, on a eu beaucoup de matchs nuls et quelques défaites. Et là, depuis les 5 derniers matchs, on a fait, je crois, sur les 5 derniers matchs, on a pris 13 points. Donc c'est vraiment pas mal, on en joue bien. Là, avec l'arrivée de Antonio Peno, qui arrivait à la mi-saison, du coup, qui venait de Tampa Bay, justement, il a fait beaucoup de bien au milieu. Le retour de Del Piccolo qui a fait au milieu, on était beaucoup plus stable qu'avant. Et franchement, cette saison, elle est un peu en demi-teinte, mais je pense qu'on va bien en revenir au niveau des playoffs. Et pour toi, c'est qui un peu le favori au titre à l'Est? Dans l'Est, je pense que moi je veux bien les Red Bull avec Barlow ils auront bon cette saison. Mm. Ouais. Et Anthony, tu as d'autres aussi prétendants au titre à l'Est pour toi, des grosses franchises. J'imagine que tu vas me dire Nashville. Ben, en fait, j'aimerais te dire Nashville, mais selon moi, même si le sommet à la troisième place, j'ai l'impression qu'au finish, ça va être le Indy Eleven qui finira premier, ce qui est à seulement 3 points de la tête, avec 3 matchs de moins de jouer. Là, donc, et vraiment, c'est une équipe dominante avec seulement 4 défaites cette saison. Donc, j'ai vraiment l'impression que Indy Eleven peut finir premier. Mais c'est sûr, ça va être une chaude lutte. J'ai l'impression entre les Red Bulls, Nashville et Indy Eleven. Tampa Bay, c'est un peu moins ça récemment, là, avec quelques défaites, dont une défaite face à Nashville. Donc, non, vraiment, ça va jouer entre ces trois-là. Mais, Mm. euh, mais vraiment, tu parlais de Louisville un peu plus tôt, là, c'est vraiment une équipe intéressante. Et j'ai l'impression que leur début de saison a été un peu plus difficile avec plusieurs départs, comme Greg Ranjitsingh qui est parti à Orlando ou Kyle Smith également qui est parti à Orlando. C'est des gros joueurs. Il y a aussi Cameron Lancaster qui est à Nashville. Donc vraiment, ça a été des gros départs au final, l'entraîneur là, a pu trouver les solutions et ça va très bien depuis. Et est-ce que tu as quelques surprises dans cette conférence Est qui, tu vois, qui ne sont pas à leur place ou qui, par rapport à la saison dernière, performent complètement, ou même d'ailleurs des expansions, s'il y a des expansions à l'Est qui t'ont impressionné? Ouais, ben moi, premièrement, je pense à Birmingham, Legend, le club de l'Alabama. C'est vraiment un beau club, là. Le président, c'est Jay Apes, l'ancien entraîneur des Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est un beau club. Le début de saison a été un peu moins satisfaisant, mais vraiment, l'équipe a vraiment appris à se connaître, a appris à jouer ensemble. Et depuis juillet, là, ils ont pratiquement été inarrêtables. Je pense que c'est 7 victoires à leurs 8 derniers matchs, une série de 6 matchs sans encaisser de but. Donc vraiment, là, ça devient l'une des meilleures équipes dans la conférence Est. C'est une équipe là, qui peut jouer les trous de la fête en playoff, puisqu'ils sont en 9e place. Et vraiment, là, je les vois pas sortir des playoffs. En fait, des positions qualificatives pour les playoffs. Mhm. Et toi, Lucas, il y a une autre équipe à l'Est qui t'a impressionné en ce début de saison, même des équipes à qui tu ne t'attendais pas, auxquelles tu ne t'attendais pas. Vraiment, il y avait Saint-Loup au début de saison qui m'a impressionné. Parce que Saint-Loup, ils Mhm. n'attendaient pas forcément, ils étaient joués 3 premières places et puis d'un coup, là, ils sont redescendus. Mhm. Et sinon, qui me vraiment. Non, en fait, je vois pas vraiment. Je pense que tout le monde est à peu près à sa place dans le classement. Oui, j'allais dire, en fait, moi qui ne suis pas trop la USL, quand je regardais les 4 premiers, par exemple, c'était vraiment les équipes auxquelles je m'attendais à voir en haut du classement. Et donc, au contraire, est-ce que tu vois, Lucas, peut-être une franchise qui est un peu déçue ou qui joue excessivement mal par rapport aux attentes qu'elle a? Après, moi, j'avoue que sur l'UCL, je regarde beaucoup, surtout, c'est Louisville. Mais après, Mhm. là, je regarde le classement à côté de moi, du coup. Bah, par rapport à par rapport à l'année dernière, ouais, c'est vraiment. Comment il s'appelle c'est Tampa Bay, ils avaient fait. Cette année, ils font vraiment une bonne saison. Mhm. Comparé à la dernière où ils étaient quoi, je crois, ils étaient même pas dans les playoffs. Il me semble qu'ils étaient dans la 10e place à peu près.
Et cette année, ils sont troisième, ils proposent un super beau jeu, donc ça fait plaisir de voir des jeux comme ça en Floride, surtout qu'il n'y a pas forcément beaucoup de grandes équipes en Floride. Il n'y en a aucune en MLS d'ailleurs, à part l'Inter Miami qui arrive, donc voir une équipe comme ça en Floride qui a performé, ça fait plaisir. Et toi, Anthony, il y a des déceptions que tu peux pointer du doigt? C'est sûr que celle qui me vient en tête, c'est le Battery, qui avait fini, je crois, quatrième la saison dernière. Il se retrouve à un point des playoffs en ce moment. Ils sont 11e. C'est sûr que c'est décevant. Attila Guerra, qui était vraiment intéressant la saison dernière. On dirait de la misère cette saison. Le Trinitéen là, est vraiment moins performant. Mais sinon, peut-être le Independence, ça va un peu mieux ces temps-ci. Mais je pense que tout le monde pensait que ça allait mieux aller pour le Independence. Il y a eu un nouveau coach en début de saison qui a été limogé. Il y avait des bons joueurs là, de présent. Malheureusement, je crois que cette année, les playoffs, ça sera pas possible pour l'Independence, mais c'est ça. Pour moi, les deux déceptions cette saison, Alice et le Battery et l'Independence. D'accord. Et le Swope Park Rangers, la réserve du Sporting Kansas City qui est en dernière position, ça te surprend pas trop? Pas vraiment, parce que vraiment, ils étaient assez bons la saison dernière, mais ils ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs offensifs, en la personne de Hadji Barry qui est allé jouer en Europe, je crois, et qui finalement est revenu à Ottawa, en USL pour jouer à Ottawa, et Carlton Belmar qui est parti à Nashville. C'était les deux éléments les plus dangereux à l'offensive. Et vraiment, malheureusement, ils sont partis. Ils n'ont pas su remplacer ces joueurs. Et vraiment, là, la défense est catastrophique. Donc, je suis pas très surpris, mais je les attendais un peu plus haut, quand même. D'accord. Eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de l'Est. Je sais pas si... est-ce que toi, Lucas, je pense que Louisville peut remonter d'ailleurs, juste pour finir cette conférence Est. Est-ce que tu les vois grappiller peut-être une place, comme tu l'as dit, ces dernières saisons? Ils ont gagné souvent la USL. Donc, est-ce que tu les revois grappiller cette saison? Non, moi, je les vois jouer les playoffs. Après, dans les playoffs, je pense qu'on va jouer l'expérience. Louisville a toujours joué les playoffs depuis qu'ils sont en USL, donc je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Après, je pense que oui, ça va se maintenir dans les playoffs. Les clubs qui poussent derrière dans les passes qualificatifs, il n'y en a pas beaucoup qui ont le même effectif que Louisville et qui peuvent les concurrencer derrière. Ouais, ok. Ouais, je vois. Et bah, on verra s'ils y arrivent après en fin de parcours, puisqu'il reste quand même pas mal de matchs à jouer. Et du côté de l'Ouest, c'est, comme le disait Anthony un peu plus tôt, c'est Phoenix qui est premier de la conférence Ouest et assez loin devant tous les autres. Phoenix qui, il me semble, Anthony, ont battu un record récemment, je crois, la plus grande série de victoires d'un club américain, ou quelque chose comme ça. Ouais, non, c'est assez fou là, à Phoenix. Vraiment, il y a eu un début de saison assez décevant. Je crois, après 5 matchs, c'était 4 nuls et une défaite, quelque chose du genre. Et vraiment, là, depuis le début de la saison, là, après ça, ils ont enchaîné avec des victoires. Au total, ils ont 19 victoires, mais ils sont sur une série de 17 victoires d'affilée, je crois. C'est un record absolu. Et vraiment, je dirais qu'à l'Ouest, là, c'était un peu moins fort, là, mais il y a nul doute là, que le Rising FC, là, c'est vraiment la meilleure équipe cette saison. Là. Ouais, je regarde, ils ont quand même 62 points, le prochain en a 47, et ils ont une différence de buts de plus 46, et celui d'après a plus 16. Donc c'est quand même assez impressionnant les stats, c'est encore pire que le LAFC en MLS. Et toi, Lucas, il y a une équipe à l'Ouest, c'est impressionnant ce début de saison? C'est Phoenix, avec leur série de victoires, ils sont intenables. En plus, avec leur milieu de terrain, comment il s'appelle, Asante, il fait une saison de folie, il va être sûrement être le MVP de la saison régulière. Je crois qu'il a 20 buts, un truc comme ça, il me semble. Il a beaucoup de passes D, il est meilleur buteur, meilleur passeur, donc il fait vraiment une saison exceptionnelle. Ouais, franchement, on les attend toujours, Phoenix, on sait que c'est un super club, et alors là, cette saison, ils ont vraiment tout explosé, tous les records, c'est vraiment bon. Et pardon, Anthony, vas-y. Ouais, je voulais juste dire qu'ils sont aussi bons sur le terrain qu'à l'extérieur, parce que ils ont lancé la promo là, des matchs avec la bière à $1, et ça leur a porté chance, et vraiment, c'est ça, c'est un succès, autant sur leur terrain qu'à l'extérieur, parce que c'est toujours plein. L'administration est excellente, donc vraiment, chapeau à Phoenix cette saison-là. Ouais, et un des clubs aussi qui a aussi beaucoup de succès en dehors des tribunes. En fait, il y en a deux qui me viennent en tête, qui sont des expansions, c'est New Mexico United et El Paso Locomotive. Ils sont ils végètent au milieu de classement, à la 12e et 13e position. Mais Anthony, ce sont des belles surprises, j'imagine, surtout en tribune. New Mexico United est la franchise USL avec le plus de gens en tribune, plus de 10 000 souvent par match.
Ouais, non, le New Mexico United, en début de saison, là, ils étaient intenables. C'était vraiment beau à voir. C'est sûr qu'après, ça s'est déchanté. Là. On pensait que Santi Moore, Kevin Frater allait sortir une saison de 25 buts et tout. C'est sûr qu'on a vu que la défensive leur a porté un peu la poisse, mais vraiment non. New Mexico à l'extérieur du terrain, là, c'est parfait. Il y a des matchs à 14 000 personnes. C'est vraiment une vision d'exemplaire. En fait, au moins pour commencer, là, ils ont vraiment bien fait. Et vraiment, dans les prochaines années, là, s'ils bâtissent autour de ce qu'ils ont déjà construit, là, ça risque d'être une très belle équipe de USL. Ouais, je regardais un petit peu les statistiques, et donc ils sont l'équipe en USL qui a le plus de monde au stade, plus de 13 000 personnes devant Indy Eleven et Sacramento. Ces trois-là sont les seuls à dépasser 13 000, à dépasser le 10 000. Et puis ensuite on a Louisville, Las Vegas et Nashville. Mais oui, à l'ouest, comme tu le dis, ouais, le Phoenix qui est écrasé malgré New Mexico qui a fait un bon début de saison, puis après c'est un peu écroulé. Lucas, si tu regardes un petit peu Conférence Ouest, j'en suis pas sûr, mais est-ce que des équipes comme Sacramento, San Antonio, qui sont pas forcément dans la ligne au playoff, est-ce que c'est surprenant selon toi? Parce que ce sont des noms quand même qu'on a l'habitude de voir en playoff. Bah, Sacramento, pour moi, c'est une surprise parce que la saison dernière, on se souvient qu'ils avaient fait une super bonne saison. Ils avaient fini, je crois, troisième, non? Deuxième, je sais plus. Ils avaient fait une super bonne saison et là, on les voit. Après, ils sont pas très loin des playoffs, mais ouais, c'est un peu décevant, surtout quand on voit leur public qui pousse derrière. Sacramento, moi, c'est eux, pour moi la surprise en la conférence Ouest, qui est un peu une déception. Mhm. Après, New Mexico, du coup, c'est enfin, une promotion, entre guillemets, en conférence Ouest, donc le temps qu'ils s'adaptent à l'USL, je pense qu'on peut leur laisser le temps un peu avec leur public. Je pense que ça peut faire un très bon club du USL. Ouais. Et toi, Anthony, tu as d'autres surprises à l'ouest ou d'autres déceptions? Pour moi, une surprise, c'est de voir le Austin Bold, une autre expansion, être aussi haut au classement. Là, quatrième, c'est vraiment c'est beau à voir. C'est vraiment une équipe qui s'est bien bâtie, je trouve, avec des bons joueurs. Euh, Par exemple, pour les fans de l'Impact, l'ancien Callum Malas, pour ceux qui suivent les francophones aux États-Unis, il y a Paul Murray qui est là également. C'est vraiment une belle équipe. Sinon, Fresno, à leur deuxième saison, deuxième au classement, c'est vraiment, c'est vraiment cool à voir. Vraiment, c'est une équipe qui s'est bien bâtie. Il y a James Jeffrard, l'ancien, pas l'ancien, celui qu'on a eu la chance de découvrir là, à la Gold Cup. Il joue à Fresno. Vraiment, sinon, c'est un bon club avec des joueurs offensifs vraiment intéressants à voir. Sinon, Reno également une surprise parce qu'avec le départ de Brian Brown, moi j'avais peur que l'offensive s'effondre complètement, mais Corey Herzog a pris la relève parfaitement. Sinon, peut-être dans le côté, dans le bas du classement, les surprises, je dirais les Tulsa Roughnecks. C'est décevant de les voir en 16e position. Car vraiment, là, ils ont fait un début de saison étincelant. Ils étaient dans les premiers de classe et finalement, ça s'est effondré. Je crois la semaine dernière, c'était leur première victoire depuis avril. Donc, c'est plate à voir parce que ça avait super bien commencé. Mais c'est encourageant. Il y a eu un rachat du club par, je pense, une famille assez puissante de la région. Donc, je pense que pour les prochaines années, là, ça risque de mieux aller à Tulsa parce que c'est vraiment une équipe que, je sais pas pourquoi, mais j'affectionne un peu. Mm. Moi, il y en a une que j'affectionne un peu, c'est la seule un peu que je suis en USL, c'est le Tacoma Defiance, qui est l'ancienne réserve de Seattle, et qui a un peu changé de nom pour devenir une équipe un peu plus indépendante. Mais là, c'est le contraire de Phoenix, une différence de but de moins de 33, dernier à l'ouest avec 20 points. J'ai l'impression qu'à l'ouest, les réserves, que ce soit Portland, Seattle, je vois aussi les Colorado Springs, qui sont avant-dernières, les réserves de club MLS ont un peu plus de mal, non, Anthony? Oui et non. C'est comme à l'Est, il y a une partie qui réussissent, comme par exemple les Red Bulls, et il y en a qui ont plus de la difficulté, comme les South Park Rangers. Ben, à l'Ouest, c'est la même chose. Une franchise, une réserve comme les Timbers de Portland, depuis l'année dernière, là, ils sont vraiment bons. Ils sont 9e en ce moment. Sinon, cette année, une surprise, c'est le Galaxy 2 qui est à la 8e position jusqu'à présent. Donc, ça va très bien également du côté du Galaxy. C'est sûr qu'il y en a des un peu plus décevantes comme les Tacoma Defiance, mais non, c'est ça. Il y a vraiment deux types de réserves, les réserves compétitives et les réserves qui lancent les jeunes sur le terrain assez rapidement.
Ouais, Lucas, toi aussi, tu penses que c'est un peu une chose qu'on voit en USL? Par exemple, à l'Ouest, les jeunes qui sont lancés, c'est un peu une des belles choses à voir en USL? Ouais, bah, on en voit souvent des jeunes de 16 ans qui sont lancés avec les réserves. Par exemple, je me souviens, il y a un match de London contre Louisville, et il y avait un jeune buteur, je me souviens, il était de 2002. Il Mhm. était titulaire directement, il était assez bon en plus. Je me souviens plus de son nom, mais ouais, et franchement, c'est un bon tremplin, je pense, la USL pour les joueurs qui n'ont pas forcément leur chance en MLS et qui peuvent derrière gratter du temps de jeu en USL. C'est vraiment pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup, par rapport, par exemple, au Red Bulls, beaucoup de jeunes qui sont commencés en USL avant de passer avec l'équipe première. Donc ouais, beaucoup de jeunes dans cette ligue, c'est ce qui la rend aussi très intéressant. À l'Ouest, excepté donc Phoenix, Lucas, qui d'autre, tu vois, qui peut aller loin en play-off dans cette conférence Ouest? Moi, je voyais bien au début de saison, moi, je voyais pour moi les Orange County, avec la saison qu'ils avaient fait la saison dernière, ils s'étaient fini premier. Mhm. Et là, cette saison, le fait qu'ils avaient vendu aussi leur buteur, enfin, c'était leur buteur, ils l'avaient vendu à Indy Eleven, mais c'est un putain, c'est un Danois, il avait foutu 20 buts la saison dernière, et là, cette saison, du coup, ils n'ont pas forcément recruté un joueur pour le remplacer. Moi, je les voyais bien les Orange, et du coup, actuellement, à part le Phoenix, je vois pas forcément une équipe performer du côté de l'Ouest. Ouais, ok, je vois. Et toi, Anthony, tu as des favoris aussi pour les playoffs? Ben moi, je suis la logique du classement. C'est sûr que Fresno, là, cette saison, je suis vraiment surpris par qu'est-ce qu'ils offrent en termes de jeu, là. Je crois que l'entraîneur-chef, c'est l'ancien assistant à Sacramento, Adam Smith, si je me trompe pas. Mais oui, vraiment, ça joue très bien. Et vraiment, là, c'est un beau. Ouais, c'est ça, Adam Smith, c'est ça, ancien Mhm. assistant. Et c'est ça, ça joue bien. Et vraiment, là, ils ont l'ancien gardien de but de Nashville, C.J. Cochran, qui est vraiment un des meilleurs gardiens en USL selon moi. C'est ça, ils ont des joueurs vraiment intéressants, comme, comment il s'appelle encore, Bustamante, je crois, Jamal Johnson également, Bustamante, il y a Juan Pablo Cafa, c'est vraiment des beaux joueurs à voir aller. Avant sa blessure, il y avait Aaron Vasiljevic, un ancien un ancien espoir des Red Bulls. Mais vraiment, non, c'est une belle équipe à voir aller. Mhm. Sinon, Reno, c'est toujours là, de la qualité à chaque année. C'est l'équipe affiliée des San Jose Earthquakes. À chaque saison, il y a un joueur important qui part et ils trouvent tout le temps le moyen de le remplacer. Donc vraiment, à Reno, j'aimerais ça là, cette saison qu'ils aillent assez loin en playoff. Parce que c'est souvent en playoff que ça se garde pour Reno. Je pense que c'est une seule victoire en 3 ans en Mhm. playoff. Donc c'est assez décevant, mais non, vraiment, le top 3 à l'Ouest va être à surveiller. Là, mais le reste, j'ai l'impression que le reste, tout peut jouer parce que de la 4e place à la 13e place, il y a 6 points qui séparent. Donc, vraiment, là, la course aux séries à l'Ouest, là, ça va être très, très intéressant parce que tout peut jouer. Le 4e, dans 2 matchs, peut se retrouver à la 13e position et c'est ça Mhm. qui est beau à voir. Là. Ouais, bah d'ailleurs, Renault, tu en parlais pas mal, et petit spoiler, mais il y a peut-être quelque chose qui va arriver sur Culture Soccer, sur le sujet, sur ce club, parce que tu l'aimes particulièrement et tu le feras bientôt, tu le montreras bientôt sur notre site. Mais oui, c'est un club qui a l'air d'une bonne stabilisation et une bonne affiliation avec les San Jose Earthquakes. Et d'ailleurs, on va parler un petit peu de ça maintenant, si ça ne vous dérange pas un petit peu, ces clubs réserves ou affiliés avec la MLS. Comme tu le disais, Anthony, il y a de tout. On l'a vu à l'Est, New York Red Bulls. La réserve est l'une des équipes les plus en réussite de cette division depuis son intégration. De l'autre côté, des équipes comme la réserve de Seattle, celle de Colorado, celle de Atlanta, en fait, depuis leur arrivée aussi, ils galèrent pas mal dans cette ligue. Et puis, on a aussi des clubs qui sont plus affiliés, mais pas vraiment des réserves à proprement parler. Euh, Récemment, les clubs de USL les plus puissants comme Sacramento, Indy Eleven, Tampa Bay par exemple, ont demandé à ce que les réserves MLS soient dans une différente division, par exemple en USL League One, qui est la division 3, où est déjà par exemple la réserve de Dallas. Selon toi, Lucas, est-ce que justement ces clubs de réserve MLS qui parfois se font piller leurs joueurs par l'équipe MLS ou qui sont là plus pour lancer des jeunes que pour avoir du résultat, est-ce qu'ils devraient être dans une autre division? Est-ce qu'ils faussent un petit peu la compétitivité de la ligue? Faussé, je pense pas vraiment, parce que quand on voit, il y a que vraiment le Red Bull qui performe vraiment dans les top classements. Mais après, c'est sûr qu'ils envoient des super bons joueurs
en division 2. Et quand on voit par exemple qu'il y avait Toronto la saison dernière qui était en conférence Est, pardon, qui est parti en USL League One, il me semble, celui E. Ils sont partis avec le club à Dallas. Et Orlando aussi est descendu, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc on voit que, par exemple, ils ne performent pas du tout. Donc je pense pas vraiment qu'ils faussent la compétition ou quoi. Moi, je pense que c'est différent, disons. Enfin, c'est pas vraiment des joueurs à proprement parler qui vont rester longtemps au club, comme dans les clubs classiques, comme Nashville ou autres. Mais ouais, je pense pas qu'ils faussent la compétition. Je pense que ça dérange pas plus que ça, étant donné qu'on voit qu'au classement, il y a vraiment que le Red Bull qui arrive à vraiment faire son chemin de son côté et les autres, ils suivent pas vraiment. Ouais, je vois, ouais. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout ce. En fait, c'est un peu le problème de, s'ils suivent pas, autant les faire descendre en Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas le niveau et que surtout, la USL a énormément de clubs, comme on le disait, 36 cette année. Anthony, toi, c'est quoi ton opinion sur le sujet? Ben moi, vraiment, la fois que j'ai été le plus choqué par les réserves, c'est le Tacoma Defiance, c'est la réserve de Seattle. Ça a de la difficulté à enchaîner une victoire et une soirée à Sacramento ou à Tacoma, mais face à Sacramento. Et, Seattle avait aligné, je crois, une équipe avec 5 ou 6 joueurs MLS. Et ça l'avait faussé la compétition parce que cette saison, le Defiance, c'est seulement 5 victoires. Et c'est ça. Faire jouer trop de joueurs MLS, ça, je crois que ça fausse la compétition en USL. Mais vraiment, j'ai de la misère de vouloir que les réserves aillent tous en Ligue 1 quand je vois la réussite des Red Bulls. C'est ça mon problème, c'est que les Red Bulls, ils trouvent tout le temps une manière d'être compétitifs. Moi, au début de la saison, je les voyais au bas-fond des classements parce que les bons joueurs avaient quitté vers le club MLS et ils trouvent tout le temps un moyen de se renouveler. C'est pas seulement avec l'académie, c'est aussi avec leur draft. Je crois que Florian Mauger serait encore meilleur que moi pour en parler. Mais vraiment, les Red Bulls, c'est une organisation vraiment intelligente qui est vraiment bâtie depuis sa réserve. Et même sa réserve est compétitive. Donc, j'aurais de la misère à voir les réserves en Ligue 1 pour pénaliser les Red Bulls. C'est impossible. C'est une des meilleures équipes de la USL. Je la vois pas la mettre en Ligue 1. Je crois que ça pourrait vraiment bouleverser le plan Red Bulls. D'accord, ouais, je vois. Et toi, Lucas, est-ce que c'est pas est-ce que tu penses que ça fausse, mais c'est plus est-ce que tu trouves que par exemple il y a trop d'équipes dans cette USL et qu'il faudrait un peu remanier ça en bougeant les réserves en Ligue 1? Ouais, mais après, comme dit Anthony, par exemple, le Red Bull, le foot en Ligue 1, ça serait complètement désabusé, enfin, abusé par rapport au club de Ligue 1, parce qu'il y a une différence effective. Mais par contre, des clubs comme Swope Park, qui est la réserve de les Kansas City ou l'Atlanta, qu'on voit qui font le fond de classement chaque saison, on se dit on pourrait les mettre en Ligue 1 afin de libérer de la place. D'accord, ouais, c'est vrai. Et est-ce que, Anthony, tu vois, par rapport en fait, un peu à l'inverse, tu as des clubs de Ligue 1 qui pourraient monter en USL dans les prochaines années? Ah oui, il y a vraiment des clubs intéressants en Ligue 1. Là. Pour moi, un club comme Tormenta, là, South Georgia Tormenta, là, c'est vraiment une équipe qui s'est bâtie. Au début, c'était un club de USL League 2. Avant, c'était nommé PDL. C'était vraiment un club quand même important de développement en Géorgie. Et là, ils commencent en Ligue 1, ça va bien. C'est sûr que s'ils sont capables de rallier un peu plus de fans, c'est une équipe que j'aimerais voir en USL. Championship. Sinon, bien sûr, l'équipe qui nous vient tous en tête, c'est le Forward Madison. Ils ont vraiment... c'est exceptionnel ce que cette équipe fait. J'espère l'avoir prochainement en Championship. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment les deux qui me viennent en tête. Sinon, peut-être Lansing Ignite. C'est une équipe qui je trouve intéressante. Mais c'est ça. Ça serait vraiment entre ces trois clubs-là. Mais par exemple, c'est ça. Peut-être un jour, quelque chose qui serait intéressant à USL, c'est promotion relégation entre les deux divisions. Je sais que Jack Edwards, le commissaire, là, en parlait dans une entrevue l'année dernière. Là, quand la USL League 1 sera arrivée à maturité, peut-être faire promotion relégation. Et ça va permettre de mettre les réserves qui se réalisent un peu moins en Championship, les mettre en Division 3. Donc, je crois que ça pourrait être une solution envisageable dans les prochaines années, là. Soit ça, faire des 3 conférences, un mélange des deux. Je crois qu'il y a vraiment des perspectives là, positives du côté de la USL, que ce soit en Division 2 ou Division 3. Même Division 4. ouais, parce qu'il y a aussi la USL League 2. Et quand on regarde un petit peu les clubs les plus titrés en
en USL, on remarque aussi des noms comme le FC Cincinnati, le Orlando City SC, qui sont arrivés plus tard en MLS, parce qu'il y a pas d'expansion, pas de promotion-relégation, mais parfois les clubs commencent en USL avant de payer le prix pour arriver en MLS, et c'est le cas de Nashville, justement, Anthony. Donc je vais te laisser juste un petit peu, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut attendre en MLS de la part de Nashville? Alors l'effectif va sûrement beaucoup changer, mais en termes d'ambiance, en termes de stade, cette équipe qui joue en USL et qui est intégrée à la MLS, comment elle sera l'année prochaine? Vraiment, l'année prochaine, je crois qu'elle sera mieux bâtie que Cincinnati. Vraiment, Cincinnati est arrivé en MLS là, avec. J'ai l'impression qu'ils comptaient un peu trop sur leurs joueurs USL. Je crois qu'il y en avait 10 ou 11 joueurs USL. Je crois qu'à Nashville, il va apporter des joueurs USL, mais un peu moins. Je crois que ça risque de tourner autour de 5 ou 6 joueurs USL. Et ça ne sera pas des partants, à part peut-être Daniel Rios ou Cameron Lancaster, qui ont le potentiel pour être, je crois, des partants MLS. Mais les autres joueurs, je pense à par exemple un joueur comme, pourquoi pas, Bolu Akinyode, qui pourrait être intéressant à voir en MLS, mais peut-être plus commencer sur le banc. Ou sinon en défense, un Forrest Lasso, Jimmy Hawkford, c'est des joueurs de MLS qui ont été prêtés à Nashville. Ça serait intéressant de les voir continuer en MLS avec le club. Mais et niveau, c'est ça, niveau sportif, ça vraiment, je trouve que ça recrute bien Nashville. Même si des fois, on a pu voir, par exemple, que c'était un peu trop payé pour Hannibal Godoy. Je crois que c'est un joueur qui va apporter son expérience. Il y a Godoy, il y a David Accam, que malgré que ses performances sont un peu en dessous comparé à son temps au Fire, là, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience en MLS. Sinon, là, Annie Mukhtar, ça va être un joueur les plus talentueux en MLS selon moi. Là, celui qui a été nommé en 2017 le joueur dans la Ligue danoise, le joueur par excellence. Il y a Randall Leal qui vient tout juste d'être signé, un international costaricain qui joue au poste d'ailier. Là, ça risque vraiment d'être intéressant à Nashville. Et c'est ça, je crois que s'ils sont capables de faire monter des joueurs clés ou des joueurs qui vont pouvoir s'améliorer en MLS, je crois que Nashville va oser le faire, mais sinon, c'est ça. Pour ce qui est du stade, ça va être intéressant. C'est en 2022, on va avoir un stade, je crois, autour de 25 000 personnes. L'ambiance risque d'être vraiment excellente. Là, si on suit au First Tennessee Park, vraiment, là, c'est avec une ambiance vraiment déjantée avec les roadies qui mettent toujours du bruit au stade. Sinon, c'est ça. Et d'ici à 2022, le club va jouer au Nissan Stadium, le club des Titans du Tennessee en NFL. Donc, un assez gros stade de, je crois, 45 000 personnes. Donc, je crois pas que ça va remplir les 45 000 personnes, mais je crois que 20 000 personnes par match, là, ça va être assez logique. Et vraiment, c'est ça, non? Vraiment, là, Nashville, ça se bâtit bien, autant là, à l'extérieur du terrain que sur le terrain. Donc, vraiment, je suis assez optimiste. En tout cas, beaucoup plus, je crois que ça va beaucoup mieux aller qu'à Cincinnati. Parfait, bah merci pour cette petite introduction au Nashville SC. Et je voulais te demander, toi, Lucas, du coup, Louisville n'est pas apparemment dans les discussions pour une franchise MLS. Mais est-ce que tu penses que le futur du club, c'est de rester en USL? Actuellement, alors, à mon avis, ils veulent s'adapter, enfin, pas s'adapter, mais se confirmer en USL. Le président Brad Estes, il avait dit il y a quelques mois que la priorité c'était de rester en USL, de conquérir l'USL et gagner encore quelques titres là. Et puis il a dit dans l'avenir, avec le nouveau stade et pardon, peut-être faire une académie de jeunes et après parler de MLS, mais pour l'instant, leur premier objectif c'est de rester dans USL et de confirmer là-dedans. D'accord, je vois, ouais. Et un autre club d'ailleurs USL qui va passer en MLS, pas en 2022 il me semble, c'est Saint-Louis. Est-ce que toi Lucas, tu as noté à Saint-Louis une ambiance particulière? Est-ce qu'ils sont connus pour avoir beaucoup de supporters ou peut-être une équipe plutôt en réussite ou pas trop et justement ils vont devoir faire beaucoup de travail là-dessus avant de rentrer en MLS? Ah oui, Saint-Louis, ils ont une bonne base, bonne base de supporters, ils ont un bon stade qui va arriver bientôt, il me semble, c'est dans les projets d'être construit. Moi, je pense que Saint-Louis, s'ils font un bon projet et qu'ils recrutent bien, parce que pour l'instant, ils n'ont pas un effectif de MLS, donc il y a encore quelques temps pour le faire, mais s'ils recrutent bien, je pense que ça peut être un bon club qui puisse s'adapter. Ils ont une bonne fan base qui est très active d'ailleurs sur Twitter, je la suis, ils sont super sympas ces mecs. Et ouais, je pense que moi, ils peuvent faire un bon parcours en MLS. S'ils recrutent bien dans le premier temps, je pense ils vont jouer fond de classement au début, mais je pense qu'ils peuvent titiller Les gros. les playoffs au bout d'un moment. Ouais.
Ok, intéressant. Et puis on a aussi Sacramento Republic, donc on va pas trop en parler, mais qui devrait arriver en MLS aussi dans quelques années. Ça fait plusieurs années qu'ils en parlent et qui font un bon dossier pour la MLS, mais on va continuer un peu sur la USL. Un dernier point que j'aimerais aborder avec vous deux, ce sont des expansions, puisqu'il y en a deux confirmées pour l'année prochaine, il me semble. Il y a celle qui est poussée par Landon Donovan à San Diego. Ça fait des années qu'elle est en construction et elle devrait arriver cette année, alors qu'il y a déjà un club à San Diego qui est arrivé dans une autre division, le San Diego de 1904, qui est arrivé en troisième division, dans une division appelée Nisa. Et une autre expansion, c'est le Oakland East Bay, enfin une expansion du côté d'Oakland, un peu en Californie. Anthony, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de ces deux expansions pour l'année prochaine? Ouais, vraiment, à San Diego, je pense que ça va être un projet très intéressant par le fait que Landon Donovan soit un des propriétaires avec Ryan Smith, l'ancien propriétaire de Sacramento. Donc vraiment, ça va être intéressant à voir aller. J'ai l'impression que ça va être un club là, qui va être assez suivi sur les réseaux sociaux par le fait qu'il y a une légende du soccer américain qui soit le propriétaire. Mais non, vraiment, ça va être une équipe, j'ai l'impression, au début, comparable à Sacramento, un peu dans leur début. Là. Vraiment une équipe qui a une bonne base de supporters, un beau petit stade avec du jeu de qualité. Je crois que ça va ressembler à ça, à San Diego. Et c'est soit en 2020 ou 2021 que l'équipe va rejoindre la USL. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Pour ISB, vraiment, j'aimerais ça en parler, mais il y a pas trop d'infos qui fuitent en ce moment. Donc, vraiment, à part que ce soit USL ISB, on n'a pas trop d'informations, malheureusement. D'accord. Et toi, Louis, c'est un petit... Enfin, t'as hâte de voir aussi le San Diego, j'imagine? Ah bah, et surtout avec un propriétaire comme Landon Donovan qui a une super cote aux USA, donc à mon avis, la base de supporters va suivre derrière. Donc ouais, je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une super ambiance là-bas. Dès que ça parle un peu sud-américain, enfin, par exemple, genre Californie où il y a beaucoup de personnes qui veulent l'immigration sud-américaine, du coup, je pense qu'il y aura une bonne ambiance là-bas, comme à New Mexico ou Sacramento. Donc ouais, je pense que ça peut faire un très bon projet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En effet, ouais, à Sacramento, il y a une belle ambiance. Et pourquoi pas, du coup, au niveau de San Diego, un peu plus au sud, mais ouais, toujours un peu la même population. Et finalement, ouais, apparemment, il y aurait des rumeurs pour une dernière franchise dont David Villa serait propriétaire, qui serait au niveau du Queens à New York, mais ce n'est pas encore confirmé. On ne sait pas si ça sera en USL ou en Ligue 1, donc je ne vais pas développer plus que ça. Messieurs, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Est-ce que, Anthony, tu as quelque chose à rajouter sur cette saison du USL? Non, pas beaucoup. Juste dire que vraiment, parfois, j'entends le monde dire que la USL, le niveau est inférieur et tout et tout. Moi, je dis, laissez la chance à la Ligue. Vraiment, les matchs sont sur YouTube, sont disponibles en haute définition. Laissez la chance à la Ligue et je crois que vous allez vous attacher très vite à un club, là. Tous les clubs ont leur valeur, ils ont leur base de partisans, ont leurs bons joueurs. Vraiment, on peut s'attacher très vite à un club. Donc, laissez la chance à la USL. Et juste pour ajouter à ce que tu disais un peu plus tôt sur David Villa à New York, là, il y a également une rumeur qui dit qu'il y aurait bientôt une équipe à Jacksonville également. Donc, vraiment, on sait que Jacksonville était une belle ville là, pour le soccer des divisions inférieures avec le Jacksonville Armada. Donc, vraiment... ça risque d'être intéressant à voir dans les prochaines années. Vraiment, on n'est jamais déçu. Il y a tout le temps des belles expansions qui rejoignent la ligue qui rajoutent encore plus de qualité à cette belle ligue. Parfait. Et toi, Lucas, est-ce que tu as un dernier mot aussi pour donner envie à nos auditeurs de suivre la ligue? Bah là, ouais, comme je dis, c'est super simple de regarder, la qualité elle est bonne, le jeu il est super bien, il y a les supporters, ils mettent une super ambiance dans les stades. Franchement, ça vaut le coup de regarder, ça coûte rien et franchement, c'est super sympa à regarder. D'accord, parfait. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et puis, on va suivre un peu cette fin de saison USL. Je le rappelle, vous avez des articles sur Culture Soccer sur le sujet et sur pas mal de clubs. Reno qui arrive, mais aussi Louisville et Indy 11 un peu plus tôt par Anthony, des résumés mensuels. Et puis, messieurs, peut-être qu'on se retrouvera en fin de saison pour débriefer un petit peu les dernières journées de USL et les dernières playoffs. Est-ce que vous avez une dernière chose, que vous avez une prédiction pour la finale? Est-ce que vous pouvez la faire maintenant, une franchise de l'Est contre une franchise de l'Ouest? Anthony, je te laisse y aller en premier. Phoenix Nashville. Et toi, Lucas?
Phoenix Louisville. Bon, bah, voilà, au moins, ce sera pas biaisé comme opinion. Bonne saison à Nashville et à Louisville, du coup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site internet, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur Tougol aussi, notamment sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez aimé. Merci à tous et au revoir.